Menace de tarifs par le président américain Donald Trump. Bonjour, Luc. Ouais, bonjour Alexandre. Ah, là, c'est au tour du Canada. 35%. Ben oui, c'est au tour du Voilà. Canada, là, à recevoir du courrier de la part du Donald. Si monsieur Carney s'ennuyait et qu'il se sentait seul, donc non, monsieur Trump avait pensé à lui aussi. Donc, pas de discrimination. Le Canada a droit à sa lettre. Plus sérieusement, donc, on retombe dans cette période, dans ce jeu de va-et-vient, dans cette période de turbulence. Puis dans cette façon, j'ai envie de te dire, classique de négocier de Donald Trump. Il faisait ça comme homme d'affaires. Dans un sens, il est prévisible, Donald Trump, parce qu'il n'est pas différent de ce qu'il a été avant d'être à la présidence, incluant son premier mandat. Un Maintenant, tordeux de faut bras. faire avec. Voilà. Donc, faut faire avec ce 35%. Est-ce que Mark Carney a quelque chose à céder une fois de plus? Comme il le fait, je pense qu'on en a parlé hier, comme il le fait avec le Brésil en disant, ben, si vous traitez mieux M. Bolsonaro, ben, ça fait partie aussi des négociations, hein. Peut-être que je jouerai avec le tarif, avec le montant, le chiffre du tarif. Dans sa lettre, il est revenu avec la question du fentanyl. On avait déjà bougé de ce côté-là. Le fentanyl, c'était vraiment un bien drôle d'argument parce que c'est marginal. On s'entend qu'il ne devrait pas en passer. Personne n'aime ça, mais c'est marginal ce qui vient du Canada et qui entre aux États-Unis. Donc, on avait quand même bougé de ce côté-là. On avait augmenté la sécurité à la frontière, le nombre de drones. On avait nommé un tsar du fentanyl ici, qui est même une expression typiquement américaine que le Canada n'utilisait pas auparavant. Donc, qu'est-ce qu'il va demander de plus cette fois-ci? Est-ce que dans notre cas, en très mauvais français, on cale le bluff, hein? Est-ce qu'on dit finalement, M. Trump va éventuellement calmer le jeu, il y a encore un peu de temps d'ici au 1er août. Bien sûr, ce sont des décisions qui sont toujours risquées. Avec M. Trump, c'est la plupart du temps le cas. Moi, ce que j'observerais aussi, c'est les pressions qui sont exercées aux États-Unis même. Dès le jour de la libération, c'est un argument que j'avançais en disant les Américains eux-mêmes sont nos meilleurs complices ou nos meilleurs alliés dans ce dossier-là, parce que c'est pas populaire, ces mesures-là. Il y a déjà des hommes d'affaires, des entreprises qui disent les tarifs, là, on les paie. Là. Il y a une baisse de nos profits, de notre marge de profit depuis que le président se comporte de la sorte. On a vu la baisse de tourisme aussi aux États-Unis. Hein. C'est quand on regarde Canada-Québec, là, on est à quoi? Autour de 33% moins de voyageurs. C'est énormément d'argent qu'on ne dépensera pas aux États-Unis. Donc, les pressions qui sont exercées de l'intérieur même du pays, c'est peut-être là, finalement, que se situent nos meilleurs alliés si on parvient, bien sûr, à maintenir le gouvernail ou à maintenir le cap. Mais c'est toujours à haut risque. Que ce soit dans le cas de M. Legault ici, que ce soit dans le cas de M. Carney, peu importe qui serait premier ministre, est-ce qu'on laisse s'enfoncer M. Trump? Hein? Est-ce qu'on lui dit non surtout, puis on dit, ben, écoutez, revenez nous voir quand vous serez honnête dans vos négociations, ou si on tente pas d'acheter la paix, qu'on propose pas des accommodements plus ou moins importants pour lui donner l'impression qu'il sort de là avec une victoire. En tout cas, c'est ce jeu d'instabilité dans lequel on repart. C'est cette spirale dans laquelle on est entraîné une fois de plus. Ouais. Alors, prochaine échéance, on sait, les deux s'étaient donnés jusqu'au 21 juillet, après Kananaskis, là, Ouais, pour en arriver à une entente. On verra bien ce qui va se passer. Et l'autre date entourée, ben, c'est le 1er août concernant ces premier tarifs. août. Maintenant, Luc, les MAGA avaient vraiment les attentes dans le tapis, là, dans le dossier Jeffrey Epstein, Ouais. à savoir, il y avait toutes sortes de théories du complot concernant sa mort. Est-ce Oui. qu'il s'est réellement suicidé? Et il y avait la fameuse liste. Rien de tout ça, finalement, ne s'est avéré. Et Non. est-ce que le dossier Epstein est en train de devenir une espèce de kryptonite, là, si on fait une référence à Superman, d'ailleurs, qui prend l'affiche là, dans les Ouais. prochains jours? Est-ce que ça va être Ouais, l'espèce de voilà. kryptonite là, pour le président américain? Écoute, ça ne s'invente pas en termes de communication, ce qui se passe présentement. Deux choses majeures. On pourrait en sortir plein d'autres, là, puis tu le disais bien, il y a toutes sortes de thèses, des thèses conspirationnistes autour de ça. La procureure générale des États-Unis, Mme Bundy, avait dit, bien sûr, j'ai la liste sur mon bureau, puis là, la liste n'existe tout simplement plus. Ça fait beaucoup à avaler. C'est fort en café pour plein de gens. Et même la vidéo, Mme Bundy a dit, écoutez, on va même vous présenter une vidéo
du moment finalement où se pend Jeffrey Epstein, ben, il manque une minute sur cette fameuse vidéo. Donc, que s'est-il passé? Où est-elle passée cette minute-là? Ça nous rappelle presque les fameuses bandes enregistrées du Watergate, hein, quand ben, on s'était, du côté de l'administration de Nixon, résolu à fournir les bandes enregistrées. M. Nixon enregistrant à la Maison-Blanche ses conversations. Puis, oups, soudainement, dans les moments intéressants ou dans les moments qui auraient été importants, la secrétaire avait appuyé sur le mauvais bouton, puis il nous manquait des éléments d'information. Quel hasard. Donc, tout ça, voilà, tout ça, ça sert la cause. Tout ça, finalement, c'est qu'il y a beaucoup de MAGA, incluant des gens de l'entourage de Donald Trump. Des gens qui l'ont poussé vers le sommet, des gens qui ont fait la promotion de Donald Trump, des gens qui sont entrés avec lui à la Maison-Blanche, parfois dans le premier mandat. Eux avaient très hâte, hein, parce que c'est une façon de révéler qui fait partie du deep state, de l'État profond. Qui sont ces gens qui tirent les ficelles dans l'ombre, les riches, les puissants? On disait que c'est eux qui accompagnaient Epstein sur son île ou à bord de son avion. Et là, ben, on vient de décevoir tous ces gens-là parce qu'on leur avait bel et bien dit qu'on allait produire cette fameuse liste. Et là, elle n'existe pas. Puis, bien sûr, ben, il s'est enlevé la vie, on ne l'a pas aidé ou on ne l'a pas assassiné en prison, alors qu'il y a des informations pour le moins troubles qui pouvaient nourrir, en tout cas, les thèses conspirationnistes. Et là, hier, je tombe sur, en fin de journée, je tombe sur une entrevue accordée à un journaliste par Alan Dershowitz. Pour ceux qui nous écoutent ce matin, M. Dershowitz, c'est ce prof de Harvard qui est un constitutionnaliste, qui est un avocat reconnu, qui cependant a connu des déboires là, dans les dernières années, justement, entre autres, parce qu'il était associé à Dershowitz, à Epstein. Il a pris la défense de Donald Trump, a même conseillé, puis est intervenu dans ses équipes de défense. Et M. Dershowitz est allé dire, lui, puis là, Mme Bundy, la procureure générale des États-Unis, ne devait pas être contente. M. Dershowitz a dit, moi, je sais qui est sur la liste, mais je n'ai pas le droit de parler. Donc, je suis tenu à la confidentialité, justement en raison d'affaires précédentes. Je ne peux pas la dévoiler, mais non seulement je sais qui est sur la liste, je sais qui exerce des pressions pour ne pas qu'on la produise ou qu'on fasse disparaître des noms. Donc, est-ce que la réputation de M. Dershowitz est à ce point mise à mal qu'on n'accordera pas d'importance à ça? Reste que c'est pas un ennemi de Donald Trump, c'est pas un démocrate, c'est pas un progressiste, c'est quelqu'un qui a été proche des deux, Epstein et Trump, et qui, lui, vient confirmer que la liste existe et qu'il y a bel et bien des pressions pour la faire disparaître. Donc, ça va repartir. Et l'important au plan politique, c'est ce que tu soulignais tout à l'heure, c'est que là, il y a des partisans du président qui, pour la première, moi, c'est la première fois depuis que je m'intéresse à Donald Trump, depuis 2015-2016. C'est la première fois que je sens de ces partisans en colère contre lui au point de le critiquer, peut-être de se tourner contre lui. Et ça a été la grande force de Donald Trump au plan politique. Jamais son noyau ne l'a abandonné, même dans les pires moments. Et il en a traversé des tempêtes, M. Trump. Il y a eu de nombreuses accusations. Ouais, voilà. Donc, quelques-unes. Voilà. Alors, est-ce que Donald Trump joue très, très, très gros en politique en faisant ça? Il y a des élections de mi-mandat qui s'en viennent. 2028, ben, en théorie, il n'a pas le droit de se présenter, puis il devra avoir quitté la scène et la Maison-Blanche. Mais 2026, ça, c'est très, très, très proche. Et encore une fois, ce sont des républicains qui sont inquiets qu'on soit en train de dilapider une forme de capital politique, puis de le faire autour de quelque chose qui est pas propre. Il n'y a personne qui va sortir plus propre d'avoir été mêlé aux affaires d'Epstein ou encore de Ghislaine Maxwell, qui, elle, est derrière les barreaux. Et il y a un journaliste qui a fait une biographie, d'ailleurs, de Donald Trump, Michael Wolff, qui est venu dire, lui, Donald Trump, dans le premier mandat, a même songé à accorder une grâce présidentielle à Mme Maxwell parce qu'il a peur de ce qu'elle peut dire. Donc, ça devient particulièrement gros, cette histoire-là. Et je répète, au-delà de tous les détails qu'on pourrait apprendre, puis au-delà de toutes les thèses conspirationnistes, si on ne pense qu'à la politique, observons s'il y aura un prix politique à payer pour ça, pour Donald Trump, parce que c'est lui qui est au sommet de la pyramide, de la hiérarchie, et c'est lui dont Elon Musk avait dit, son nom, il est sur la liste, et c'est la raison pour laquelle il ne veut pas qu'elle soit publiée, qu'elle soit rendue publique.
On se souviendra de cette déclaration-là lorsque l'amitié entre les deux avait imposé publiquement dans la foulée du One Big Beautiful Bill, cette belle grosse loi qui vient avec une belle grosse facture et des belles grosses concessions pour les Américains, notamment sur le plan de la santé. Merci beaucoup, Luc. Une bonne journée, Alexandre.